Avril 2020, en plein confinement, enfermés dans nos maisons. C'est tout naturellement que j'écris un mail à Esther et je lui rappelle que juste avant toute cette crise, nous avions envisagé un projet autour de la condition féminine des femmes au foyer. Mais surtout, à partir du personnage incarné par l'actrice américaine Gina Rowlands dans le film Une femme sous influence, réalisé par John Cassavetes, sorti en 1974, il y a 50 ans. Tu te souviens? Oui. Je termine, j'arrive. Donc c'est une époque, c'est un moment, c'est très... on s'ennuyait pas, en tout cas, c'est vrai que je m'ennuyais un peu. Enfin bon, toi tu t'ennuyais, moi pas du tout. Bref, donc moi je m'ennuie. Et comme l'ennui est souvent fécond, j'en profite pour réfléchir sur le sujet, voilà. Mais très vite, je renvoie un mail à Esther en lui disant que quand je convoque le sujet, la condition féminine d'une femme au foyer, je sais pas, j'arrive pas à aborder en fait le sujet. C'est-à-dire que je ne me pose que des questions. Je ne résous rien, non, c'est même pire que ça. Il y a une vraie, évidemment, il y a une vraie dichotomie entre la volonté profonde de ce que je veux dire et ma presque légitimité à le dire. Voilà, il y a plein d'hommes. Là, par exemple, je ne comprends pas cette réponse. Tant pis, je continue. Enfin, ça ne m'empêche pas, moi, en tout cas, de regarder les films de John Cassavetes, notamment évidemment les plus connus, les plus Opening Night, Les femmes sous influence, évidemment. Ouais, alors Gina Rowlands, si vous avez l'occasion, elle est époustouflante. C'est vrai qu'elle donne envie. Ouais. Bon. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas du tout le temps de passer des journées sur le canapé, devant la télé, regarder tous les films de Cassavetes. On est en plein confinement, j'ai un enfant, et je dois lui faire cours sur des plateformes qui peuvent. Donc la phrase est lâchée, moi j'ai un enfant, je n'ai pas le temps. Et c'est vrai, moi j'en ai pas, donc j'ai le temps. Voilà. Non, ça va, j'écoute, mais je ne suis pas accablée par la charge mentale. Non, c'est que... Non, tu n'as pas d'enfant et il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Je me demande si tu peux comprendre la vie d'une femme au foyer dans les années 70 déjà. Je me demande si tu peux sentir, entendre cette féminité dont on veut parler. Je me demande si le mot féminisme signifie exactement la même chose pour toi. D'accord. Tu es en train de me dire que je n'aurais pas conscience de ma condition féminine parce que j'ai pas d'enfant. En fait. Mais non, si,
ça me fait le même effet que si tu étais en train de me dire que je n'avais pas conscience de ma mortalité. Exactement. Tu as conscience de ta mortalité. Ben oui, tu as conscience de ta mortalité. Et pourtant, tu es vivant. Enfin, t'es pas mort. Évidemment que j'ai conscience de ma féminité, de ma condition féminine. Évidemment, pas féministe. Déjà, j'ai même du mal à comprendre aujourd'hui qu'on puisse écarter le féminisme, en fait, en soi. D'ailleurs, nous-mêmes, on l'a constaté, tous les témoignages qu'on a du bassin minier, de toutes ces femmes, tous les témoignages révèlent ce cantonnement systémique et systématique au foyer. Peut-être qu'elles avaient envie de faire autre chose, peut-être qu'elles avaient d'autres talents, on ne sait pas, on ne saura pas. Excuse-moi, la charge mentale, arrête. Arrête ça. La charge mentale ne se réduit pas à avoir des enfants. Tu vois, le sujet est plus large. Mais non. Mais c'est une partie importante de la vie d'une femme. Ouais. Le partage des tâches, par exemple, c'est une vraie question, non? Je ne peux pas tout faire. Mais d'accord, c'est ça, je ne peux pas le comprendre parce que je ne nourris pas des enfants toutes les 3 heures. J'exagère. Oui, j'exagère. Oui, enfin bref, donc voilà où on en est en avril 2020. Alors en vrai, c'est pas vrai. Voilà ce que j'ai répondu à Esther, évidemment. Esther, je comprends, pardon. Tu n'as pas le temps et la vie des mères célibataires à l'heure actuelle n'est pas évidente et je l'entends. Voilà, je suis polie. Je ne sais pas pourquoi. Vexée, péché d'orgueil. J'ajoute cette petite phrase. Moi, je vois déjà, avec mes 2 chats, je ne m'en sors pas. Je sais, la phrase est complètement maladroite, voire même déplacée. Et donc, Esther ne répond plus. Et pendant longtemps. J'adore cette c'est une femme sous influence. Son corps est totalement engagé. Elle fait corps avec le dispositif. Elle bouge tout le temps, elle manque d'espace. Oui, attends, il y a une chose qu'on adore quand même chez elle, c'est qu'à un moment, on ne sait pas si c'est elle, si elle joue, si on est au théâtre, parfois même dans la danse. Oui, c'est entre deux. C'est entre deux qui nous intéresse. Puis moi, je viens du théâtre gestuel, du mime. Il y a plein de pistes de travail. J'ai déjà plein d'idées. Tu vois, par exemple, cette scène où elle donne l'impression de se cogner contre des meubles qui n'existent pas. Ça, j'ai décidé déjà, c'est intéressant ça. Mais c'est intéressant. Mais rassure-moi, on ne va quand même pas faire de la pantomime. La pantomime, par moment, surgit où tu t'y attends le mot. Non mais la pantomime, ça ne surgit pas, ça se construit, on va pas... Non, la pantomime, des fois, je t'assure, elle surgit, et surtout quand on n'a pas d'argent pour le décor. Vous m'avez pas dit qu'on faisait ça, je suis désolée. Mais on va pas faire le décor, on va faire la table, la chaise, enfin merde. C'est une idée minute, non? Non, on pourrait, éventuellement. Non, on pourrait pas. Non, écoute, tu sais quoi, toi? Tu sais quoi? Tu vas le faire toute seule, ton spectacle de mime. Moi, je sais plus, je suis... Non, mais arrête, Avril 2020. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis surmenée et pleine de désirs contrariés. Pourquoi vous avez pris un film radical? C'est l'Amérique, oui, hein, donc ça nous concerne beaucoup. Parce que ce qui se raconte dans le film, enfin par exemple moi je suis italienne en plus, Oui. donc je ne suis pas italienne d'origine, je suis vraiment italienne, c'est-à-dire que toute ma famille, je suis arrivée ici, j'avais 20 ans, toute seule, enfin, voilà. Donc, et que cette histoire d'une femme qui, a qui vit à l'intérieur de son foyer et qui en fait, on parle d'elle comme si elle était folle, mais sauf elle parle d'elle comme si elle était folle, parce que juste elle est elle-même, et qu'on voudrait qu'elle soit différente. Donc ça,
c'est quelque chose qui est un peu pareil n'importe où qu'on aille, où il y a des règles, il y a quelqu'un qui veut juste être soi. Et après, une femme qui vit toute seule, qui est femme au foyer, qui vit toute seule dans sa enfant, on va dire dans notre civilisation occidentale, hein, que ce soit en Amérique, en Italie ou ici, finalement, oui, c'est peut-être lui va travailler dans un chantier, ici c'était les courants, dans ma ville à Turin, c'est la Fiat, c'est l'usine de voitures. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui changent. C'est-à-dire que le fond des choses reste, qu'est-ce que je fais quand je suis toute seule et que j'ai un mari qui travaille à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça. Donc on ne s'est pas posé la question parce qu'on trouvait que finalement le thème est un peu commun à toutes les femmes qui vivent dans cette ville. Pour contextualiser un peu l'univers d'un personnage comme Mabel dans le film Une femme sous influence, nous allons faire un léger détour dans le passé, dans les années 50 aux États-Unis d'Amérique. Quand on est propriétaire de sa maison et de son bout de terrain, on a bien l'envie d'être communiste. On a bien trop à faire. William Levitt, musique. William Levitt, un nom beaucoup trop oublié, mais dont les ambitions d'entrepreneur ont contribué à dessiner le visage de l'Amérique d'après-guerre et l'imaginaire qui lui est éternellement lié. Imaginaire d'ailleurs que nous connaissons tous très bien. Desperate Housewives. Peyton Place, exactement. En 1929, le pays est plongé dans une très grave dépression de Black Thursday. Abraham Levitt, le père, fonde Levitt & Sons avec ses deux fils, Alfred et William. Ensemble, ils développent des projets immobiliers. Audrey, Oui. je n'ai pas de salle à dire. Non, on n'a pas de budget. Je vais faire de la pantomime. Effectivement, ça surgit. Voilà. Je disais donc, père et fils, ensemble, développent des projets immobiliers destinés à la classe moyenne supérieure qui commence à déserter les villes pour la banlieue où l'air est meilleur. Mais leur méthode de construction s'avère lente. Alors, William Levitt ne se démonte pas et découvre la fabrication en série et décide tout simplement de l'appliquer à la construction immobilière. Alors là, la parcellisation des tâches permet un gain très rapide de productivité. Leurs maisons poussent absolument comme des champignons, uniformément alignées et toutes semblables. Nous avons un témoignage. 2 chambres, une salle de bain, un salon, une cuisine tout équipée. Une cuisine tout équipée, dotée d'une petite fenêtre qui donne sur un jardinet, d'où La mère pourra surveiller ses enfants jouant en toute sécurité. nous précise William Levitt. Alors, et très vite, et malgré le succès de ces maisons Levittown, beaucoup perçoivent derrière l'arbre architectural une très très dangereuse forêt idéologique. Et oui, les individus en fait vivent dans ces Levittown enfermés entre les 4 murs de leur maison. Épiés par les voisins, les collègues et le fameux poste de télévision, la nouvelle grande fenêtre sur le monde. Ainsi, chaque habitant devient le gardien de l'autre. Et le regard de Dieu est très très vite remplacé par celui du voisin. Alors évidemment, cette carte postale du paisible foyer secret américain fait figure d'image écran, une sorte de bouclier
milliers de rêves qui refoulent les bombes atomiques et les guerres en général. Reste aux femmes maintenant à transgresser cette uniformité et surtout de tenter d'architecturer l'intériorité. Moi, quand je regarde cette femme, elle éveille, toute proportion gardée, mais un sentiment de misogynie. Je ne l'aime pas. Enfin, même je la déteste. En fait, là, Esther illustre une scène de vie quotidienne, alors caricaturale, on pense, oui. C'est tout l'imaginaire publicitaire des années 50. Alors, je la déteste, mais en fait, finalement, c'est un peu moi d'aujourd'hui. Non, pas le moi d'aujourd'hui, non, mais le moi d'avant moi. Toutes celles qui m'ont élevée, qui m'ont faite. Je me souviens des heures passées avec les femmes de ma vie. Le gynécée était la cuisine. Quand les maris, les frères, les oncles, les pères, eux, étaient à l'extérieur, l'endroit était le jardin. Et moi, je me souviens que je n'avais qu'une envie, c'était d'être là-bas, à l'extérieur, et de jouer au ballon. Les ballons. Il fallait que j'apprenne à faire un gratin de chinois, un couscous, préparer des sandwichs. J'ai même appris à rincer des verres à l'eau froide pour éviter les dépôts de caviar. Il faut dire qu'on avait tellement dit à toutes ces femmes que le ménage et la cuisine étaient presque un instinct, qu'une femme doit exécuter ses tâches sans même se poser de questions. Offrir un logement agréable, accueillant. C'était belle, écrivait-on, ce qui la fera se sentir au sommet de sa féminité. Alors, la nature est bien faite, ok, mais quand même pas au point de transformer un homme en statue de sel parce qu'il aurait changé les couches, par exemple. Plein de fois, j'ai déjà, ouais, c'est ça. Plein de fois. Arrête! Ah ouais, je te jure, non, arrête. On était là, retourne dans ta fausse cuisine. Là. C'est vrai que c'est incroyable quand tu t'agites, là, t'arrêtes pas, tu peux pas te poser, je sais pas, non? Les gens disent de toi que tu es folle. Tu le sais, ça? Les gens, eux, sont sûrs de leur vie. Tu leur fais peur. Là, quand on invite des collègues à la maison, là, tu leur cours après, tu les touches, tu leur susurres des petites choses à l'oreille. Hein? Je sais jamais à qui j'ai affaire, je sais jamais jusqu'où tu vas aller. Tu peux pas, je sais pas, faire comme tout le monde. Hein? Tu peux pas être normal. Désolée. Évidemment, je te déteste pas. Je me déteste pas, je déteste pas. Mais il y a les tâches, c'est difficile à défaire. C'est comme la boue sous les bottes, c'est lourd, c'est tenace. Et tu sais que je t'aime. Mais regarde-moi, on juge. Tu vois une masse informe, les femmes se passent là, derrière les portes. Évidemment, tu vas aller dans le foyer. Une femme. Je veux tellement de vie, de rôles différents.
fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Moi, je veux être regardée et aimée. Tous les interprètes veulent être regardés et aimés, non? Un jour, mon fils me demande, maman, qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans la vie? Et moi, je réponds sans hésitation, bouger. Ma vie a toujours été le mouvement, j'ai toujours aimé bouger. Petite, je voulais être princesse. Alors, je travaille comme une folle à l'école de danse. Je danse, je danse, je danse, je danse tous les jours. Inlassablement jusqu'à ce que je développe des grosses fesses. Je ne peux pas être princesse, mais c'est pas grave. Je fais l'école du Nil. Je fais du théâtre, je fais un peu de théâtre, un peu de danse, le cul entre deux chaises, non. 2 chaises où tu peux mettre ton cul. J'ai 25 ans. Tout va bien. Je peux tout faire, je peux tout bouger, tout est aligné, mon corps et mon ami, jusqu'à ce que j'ai plus 25 ans. J'ai un enfant. J'ai un bébé. Mon corps dit, mon corps ami devient ennemi. Il défaille, il se brise, il se casse. Et ce n'est pas une question de rythme, ménopause, cellulite, non. Ligament, entorse, rupture du croisé intérieur, ablation du ménisque, bursite. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, je joue une performance qui s'appelle ruine circulaire. Ah oui, ruine, c'est pas un hasard. À poil. Depuis, je m'entraîne comme une dingue, je suis au régime, je m'épile partout. Est-ce que je traîne la cause féministe si je continue à m'épiler partout? Est-ce que je peux continuer mon régime parce que MeToo a été une putain d'explosion, ça a été ce qui de mieux nous est arrivé ces derniers jours, mais moi, j'ai grandi avec les films de Woody Allen. Je ne savais pas moi. Putain, moi j'ai aimé Depardieu. J'ai même failli appeler mon fils Olmo, du personnage qu'il jouait dans 1900 de Bertolucci. C'est dur d'être né qu'une héritière de Simone de Beauvoir et c'est dur de désaimer ce qu'on a aimé. Et puis tu m'emmerdes. Je ne suis pas Gina Rolland, tu n'es pas Cassavetes, tu n'es pas Peterson, qui n'est même pas Colombo, tu vois. Hier, j'ai fait un rêve. J'étais avec une vieille actrice, elle me parlait, et puis je regarde mieux, et je me rends compte que c'est moi. Là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Inquiète, fragile. Ça, c'est sincère. Là, Cesse de taquiner ta soeur, c'est pas le moment de la faire pleurer. Non, moi, il est déjà assez nerveuse comme ça. Allez, bon. Maman, qu'est-ce que tu as crié? Je t'en prie, cesse de hurler, et puis les enfants, soyez ça. On a bien dans la Angelo! Ça bouge tout le temps. On passe d'un train à l'autre, on dirait qu'elle dirige le canard. Complètement agitée, regarde. Ça gagne le tourner. Remarque que c'est normal. Pourquoi? Tu crois que c'est la première fois qu'elle confie ses enfants à sa mère? On dirait, oui.
avec toi, tu m'appelles, même en pleine nuit, tu m'appelles, t'as compris? Oui, d'accord. Quand je te parle de la palette de comprendre, il faut qu'entre nous les choses soient nettes. Ce que je veux, moi, c'est que tu m'appelles même si tu as des emmerdes. Oui, d'accord, je vais aller sur les clients. Je veux pas que tu te dises, oh, pour une fois que Marie-Belle s'amuse un peu, je vais pas me casser les pieds alors qu'un négoce est en train de perdre tout son sang. D'accord? Bon, alors, asseyez-vous, les enfants, lâchez-moi maintenant, asseyez-vous. Assis! On s'en va. Allez, hop, hop, assise. Tout le monde est bien là? Vas-y. Encore. Allez, bravo, vas-y. Vas-y. Allez, va. Attends une minute. Allez, va. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Vas-y. On va. Vas-y. Vas-y. Pourquoi? Vas-y, vas-y. Après la turbulence, la caméra, moi, je me pose dans la maison, comme un témoin, une surveillance bienveillante. Nous sommes dans le couloir, plan fixe. J'épouse le point de vue des murs hauts, impassibles. Un couloir plutôt large, sombre. Une table, une chaise, la petite fenêtre. Regard vers l'extérieur. Rien. Pas d'enfant, enfin, plus d'enfants là. Il n'y a plus qu'à s'occuper de quoi, de qui. Qui est-elle finalement sans les autres du foyer? Là, perdue dans ces murs, plus jamais dans la lumière. Mais qu'elle cherche, toujours. Le plan est large. Et nous sommes spectateurs d'un monologue de gestes, d'attitudes perturbées. En fait, ces monologues, il y a, je l'intitulerai Intérieur jour, la solitude inquiète d'une femme au foyer. Une inquiétude teintée de petites joies, des allers-retours brutaux entre l'excitation de la soirée promise par Nick, son mari, ce soir, et la culpabilité d'avoir largué les enfants à sa mère. Ici, dans cet imposant quotidien et 1000 fois foulé couloir. La métaphore de l'Odyssée à traverser. Une journée, c'est rien, mais c'est très long. Et puis, là-bas, à l'autre bout, et là dans la lumière, l'Africaine, le but à atteindre, le point de fuite, le lit. Alors, elle y va. En chantant, en dansant, elle déballe d'un grand carton rectangulaire la robe du bal. Ouais, une nuisette rose offerte par Nick pour ce soir. Des mules roses assorties avec des petits poils dessus roses. Eux aussi, elles sont très jolies. Parce que ce soir, à la fin de cette journée, une promesse d'amour, une promesse charnelle. Alors, elle navigue entre l'arrangement de ne plus être avec les enfants et l'excitation à venir. Elle est prisonnière un instant à l'intérieur de ces murs, avant la volupté, avant... Ouais, ce soir, elle assassine la mère, elle fait renaître la femme. Alors elle déambule, elle attend, une attente exquise, ce pont, ce couloir comme le passage entre le danger d'être encore jugé
une fois de plus comme la mère indigne, et ce plaisir délicieux de redevenir un instant, et elle s'en fout, la pute. Puis, l'opéra qu'elle tient dans ses mains, la voix de la calasse qu'elle fait cogner sur les murs du couloir, cet espace qui se remplit de sons pour faire taire les démons. Ouais. C'est pas facile de se défaire des réflexes de domesticité. Il en a fallu du temps pour convaincre les épouses à reprendre leur rôle de femme au foyer, de mère, et oui, rôle auparavant attribué aux bonnes. Sans transition aucune, intérieur, nuit, le salon. La métamorphose du conte de fées promis pour ce soir en un véritable cauchemar. Décidé, éveillé, l'attente devient un monstre qui la bouffe de l'intérieur et la nuit est tombée façon Cut la chape. Il n'est pas là. Il ne rentre pas. Alors, elle s'allie, elle jette une canette de bière qu'elle vient de boire, elle est complètement grise, elle est la voix de la calasse tue. Elle est là comme une amoureuse qui espère encore qu'elle bougonne, elle bouge, elle dit n'importe quoi, elle grogne. Elle est passée de l'absence au deuil en une fraction de seconde. Elle est sous l'influence de son désir alcoolique. Alors, s'il y a un monologue, je l'intitulerai Intérieur, jour, la solitude inquiète d'une femme au foyer, transformée en une splendide aventure domestique. Une femme complètement perdue dans sa maison. À sa façon, aller et venir, prendre voisin, machin comme ça, perdue dans sa maison, regarder sa maison comme ça, perdue dans sa maison, parce que bon, ben, elle ferme la porte, et puis elle regarde un peu partout, elle ne sait pas trop où aller, et puis je vous dis, elle prend sa musique, là, son petit truc de musique, et puis elle le fait aller comme ça, elle fait toutes les pièces de sa maison, elle est vide la maison. D'abord, elle met de la musique pour pas avoir le silence, pour pas être dans le silence. Moi, je fais comme ça. Moi, je ne mets plus de pause depuis que mon petit garçon est décédé. Je me lève, je mets la télé. J'ai horreur du silence. La télé, elle voit, il y a de la musique, ça, je n'aime pas du tout. À l'occasion, je vais danser, quand à l'occasion, j'en sais rien. Mais le poste, je ne peux plus. Je ne peux plus le poste. J'ai une petite chaîne, et puis ça fait 12 ans que mon petit-fils est parti, ça fait 12 ans qu'elle n'a pas marché. Et dans ma chambre, j'ai un radio-réveil. Pas de radio-réveil, la télé. Je fais ma télé 60 minutes tous les jours au soir. Si je suis endormie, elle s'éteint. Si je vais là, je mets 60 minutes. Mais je ne sais pas être dans le silence. Je ne peux pas être dans le silence. Si je suis dans le silence, même que je suis occupée, si je suis dans le silence, que j'entends rien, je revois des images d'abord de mon mari, de mon petit-fils, et c'est un émotif, et sans arrêt. Après, ben, je suis un petit peu perdue, j'ai des angoisses, je ne suis pas bien, on ne dirait pas, hein, comme ça, mais je suis comme ça. J'ai des angoisses, je ne vais pas dire j'ai peur, j'ai pas peur, mais j'ai des angoisses que je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans le silence. Je ne peux pas rester. Dans ma voiture, j'ai pas de musique. Ça me fait rien le bruit de la voiture. C'est vide. Si j'ai pas de musique, si j'entends pas de bruit, que ce soit de la musique, que ce soit la machine à laver, peu importe, ça m'est égal. Mais je ne peux pas être dans le silence. Le silence complet, je ne peux pas. Quand j'ai perdu mon petit-fils, j'étais toute seule, je retravaillais en friterie. Donc j'étais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je travaillais. Je ne peux plus la radio. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est eux qui m'ont payé à la fin des mers? Est-ce que j'ai peur de retrouver des chansons que mon petit-fils aimait bien? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer, je ne sais pas. Mais je ne peux plus mettre de poste. Que vous soyez tout seul ou avec du monde, quand il vous manque quelque chose, autour il n'y a personne de vous. Moi je peux avoir mes enfants, mes petits-enfants autour de moi. Quand on fait des repas de famille, on peut mettre l'ordre. Mais quand on fait des repas de famille, tout le monde était là, et puis il manquait quelqu'un, ben, quand je partais dans mes pensées, j'étais toute seule. Je pouvais avoir 24 pas pour ça, j'étais toute seule. Voilà,
J'attends un signe, une arrivée. Bon. Ça peut être complètement futile, voire pathétique. Une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone. Et l'angoisse est exactement la même. Tout est solennel, sidéré. En fait, tous les objets qui d'ordinaire me réconfortent, là, tout est inerte. J'en ai eu le sens de proportion. Non, jamais. En fait, je suis ce qu'on appelle une écorchée. Est-ce que vous rêviez de quelque chose? Moi, j'aurais aimé faire des études. Parce que, vous voyez, je vais être franche. Moi, je trouve que je suis pas bête, mais à côté des jeunes maintenant, ben, on ne sait rien. Pourtant, je lis beaucoup, vous savez. J'adore lire. Mais moi, je vois mes petits-enfants, ils parlent 2, 3 langues. L'allemand, l'espagnol, et nous rien. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous fassiez des études du coup? Comme tu dis, bien travailler puis sortir du lot. L'instit, il nous Mon repère. père était mineur, il était toujours malade. C'est rare qu'il y avait un mois complet. Alors ma mère, elle allait dans les champs. Ma mère, elle allait dans les champs. Pour compléter le salaire. compléter le mois. À l'époque, vous aviez dit à vos parents que vous Ah auriez non, n'y pensez pas. C'est maintenant quand on voit Ça, je l'aurais la pu, jeunesse. Et mon seul regret aussi, c'est d'avoir passé mon permis. Et ça, mon mari, il ne l'a jamais, comment dire, refusé. Au contraire, un jour, il est arrêté à Vermel, là. Oui, qui a maintenant le marchand de pain. Et avant, c'était pour passer le permis. Et il s'est arrêté, ben, j'aurais eu une 50. Je suis peureuse, j'arrive là. Alors du coup, j'ai pas passé. Et quand mon fils a passé son permis, il disait, viens maman, tu vas l'avoir, tu verras. Ah ben non, je vais me retrouver avec tous des jeunes, ils vont rire de moi, vous savez. Alors du coup, j'ai pas passé. Donc, c'est bien content. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui devrais conduire les filles au collège. Finalement. C'est quoi ton problème avec les chats? C'est quoi la vraie question? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Ah, ben voilà. Pourquoi j'ai pas d'enfant? Ben, je sais pas, écoute, il y a une raison en fait. Mais c'est quand même, c'est intéressant ce besoin presque impérieux pour pas mal de femmes à me poser cette question. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu as déjà posé la question à une femme qui avait des enfants, pourquoi tu as des enfants? Non. Tu vois, là, tu as le regard que j'ai connu souvent, qui tente de me culpabiliser. Voilà, moi, qui me dit aussi, je l'ai entendu, que je ne suis pas une femme tout à fait terminée, du coup. Il me manque un, tu vois, alors, attends, il y a plein de choses, je suis aussi Égoïste. Ouais, c'est possible. Oui, bah, peut-être que je préfère garder ma liberté pour moi, c'est possible. Mon temps pour moi. D'un autre côté, on a vite fait de se trouver des occupations qui nous privent de liberté. Tu vois?
sais, les seules fois où j'ai désiré un enfant, mais vraiment, c'est les fois où je perdais un peu le sens de ma vie. Quelle mère serait fait de moi? T'imagines que je retrouve le sens? J'en fais quoi? Je mets les pauses sur la grève, mais non, c'est pour ça, tu vois, moi, j'ai quand même l'impression que c'est du temps plein, c'est une grave comme décision. Ouais, bon, ok, t'as la trouille. Oui, j'ai la trouille. Oui, voilà. T'es contente? Voilà. Oui, j'ai la trouille. J'ai la trouille de trop aimer. J'ai la trouille de le perdre. J'ai la trouille de perdre et j'ai la trouille de tuer l'enfant qui est en moi. Voilà. Bon, en fait, j'arrive pas à me trouver légitime à accompagner quelqu'un, à punir, à surveiller, à dire non, à dire c'est bien, bravo, pourquoi moi hein? Après, je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est un appel physique du corps, de ses nécessités, même biologiques. Et je respecte ça d'ailleurs. Ouais, c'est l'horloge biologique. Hein. Exactement. Ouais. Mais bon, tu vas vieillir aussi. Ouais. Quand tu as voulu un enfant, tu pensais à ça? Non, évidemment, tu pensais pas à ça. T'es quand même bien. Pendant des années, des femmes se sont battues pour que nos corps nous appartiennent, que nous ne soyons plus aliénés, ni même à un fœtus. Et c'est souvent des femmes comme toi, par exemple, qui luttent encore, tout ça, qui me posent des questions. Alors moi, tu vois, j'y vois une plus grave, une plus profonde interrogation dans mon délire. Ça serait du style est-ce qu'on peut être féministe et enceinte? Ou est-ce qu'on peut échapper à notre destin de sexe faible qui enfante? Non. Si Simone de Beauvoir avait eu des enfants, tu vois, des garçons adorables qui louchent comme papa. Si elle avait eu ses petits-enfants, qu'elle aurait nourris toutes les 4 heures, est-ce que tu crois que le monde serait le même? Non. C'est possible. C'est tout à fait possible. Bon, après, écoute, on reconnaît que la maternité, c'est quand même pas un champ de rose. Hein, d'accord? Il y a un conte de fées. Non. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué. Toutes les histoires finissent avant que les princesses accouchent. Écoute, ils se marient et eurent plein d'enfants. Plein de frères, et après. Ils ont arrêté de s'enfermer. Ils ont abandonné. Tu sais, aujourd'hui, on ne veut pas d'enfants parce que le monde part à volo. Dans les années 70, le monde partait déjà à volo et on nous disait faites des enfants. Des générations pleines d'espoir qui vont sauver le monde. C'est Raté. on pas les fait escompter. Mais bon, il y avait même des femmes qui souffrent de ne pas avoir eu des enfants. Oui, ça doit être terrible d'ailleurs. Et toi? C'est pour ça que tu as adopté des chats. Oh. Mais non, d'ailleurs, je vais te dire franchement, j'aurais des enfants, j'aurais aussi des chats. Je ne confonds pas maternité et adoption à la SPA. Et les retraites alors? Quoi? Les retraites? Ah non, pas toi, je sais. Alors, intérieur, nuit, une cabine téléphonique. Nous sommes sur le chantier de Nick, le mari de ma belle, lui il travaille, interprété par Peter Colombo. Il flotte. Allô? Chérie.
pépin sur le chantier, il y a une canalisation qui a pété, il y a de la flotte partout. Je t'aime. C'est pas grave. Ça va? Tu sais, je te revaudrai ça. Non, je te promets, demain je passe toute la journée avec toi à la maison. Je leur ai dit demain je ne vais pas au boulot, je passe la journée avec ma belle. C'est pas grave. Bonsoir chérie. N'oublie pas, c'est ma grande. J'ai envie de baiser. Je ne répondrai pas à ça. Dis Siri, j'ai envie de faire l'amour. Non. Dis Siri, je me sens seule. Je suis désolé de l'entendre. Parler à une personne de confiance pourrait peut-être aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez me demander d'appeler ou d'envoyer un message à quelqu'un. Ça peut lui faire péter un plomb, ma belle. Parce qu'elle est fragile, elle est sensible, mais elle n'est pas folle, ma belle. Elle s'occupe bien des enfants. Elle fait le ménage, elle s'occupe de la maison. Elle n'est pas cinglée, ma belle. Elle est différente. Elles disent qu'elles ont travaillé et crié de toute leur force en versant des larmes nombreuses. Elles disent que l'ordre soit rompu. Elles disent que le temps où elles sont parties de zéro est en train de s'effacer de leur mémoire. Elles disent être les seules à pouvoir et devoir contrôler leur corps. Elles disent qu'elles savent ce que signifie être ensemble. Elles disent on repart de zéro. Elles disent qu'à ce jour, elles ont toujours été vaincues. Elles disent qu'elles cultivent le désordre et sous toutes ses formes. Elles disent qu'ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont même érigé et constitué en une différence
jamais le goût de l'amour. Elle dit que tout geste est un renversement. Tu m'as toujours comprise. Et je t'ai toujours compris. C'est ça. Arrête. Tu te souviens? On m'a demandé si je voulais t'épouser. Et moi, j'ai dit oui. Et après, je t'ai dit ça va forcément marcher parce que je suis déjà enceinte. Arrête, je t'en prie. Et elle, ta mère, elle était furieuse. T'en fais pas, je sais que tu m'aimes. On a eu le temps de s'apercevoir. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est jusqu'à la mort, hein? On ne peut pas nous séparer, même de force. Comme tu vois, là, je ne sais pas qui tu es, là. Juste, arrête. Reste là, rien à faire. C'est très bien qu'il s'agit de nous. Nous, dedans et les autres dehors. On a toujours été dedans. On est encore dedans. On doit rester dedans. T'es comme minable. Maribel, vous avez des ennuis. Quels ennuis? Vous êtes-vous disputé avec Nick? Tu vois, Nick, j'ai tout à coup le sentiment d'une conspiration générale. C'est vrai qu'il me regarde calmement, comme si de rien n'était. Sa serviette n'est pas là pour rien. Maribel, vous n'avez pas à avoir peur de cette serviette. Il vient m'enfermer avec un produit qui est là-dedans. Vous n'avez pas à avoir peur de cette serviette. C'est pas ça? Vous n'avez pas à avoir peur. C'est pas ça, Nick? C'est pas ça, Nick? C'est pas ça, Nick? Tu veux bien te taire. Et monsieur Zeb, là, en visite, c'est vous qui l'avons invité. On n'a pas besoin de docteur. Pourquoi tu es sur la défensive? Tu sais très bien que tout le monde t'aime. Maribel, on veut vous aider. C'est comme ça que vous m'aidez. Ah, c'est comme ça que vous m'aidez. C'est comme ça que vous m'aidez. Maribel, laissez-moi vous donner un petit cadeau. Je vous prie. Ça ne vous fera pas de mal. Nick, je vous en prie, les enfants. Maribel,
Marie-Belle, il faut que je vous parle. Laissez vos enfants maintenant. Un temps, les femmes étaient les premières concernées par des décisions qu'on prenait sans leur accord. Aucune femme n'avait jamais la certitude que ses propos, son individualité, des aspirations ne la conduiraient pas dans les murs redoutés d'un hôpital psychiatrique. On ne sait jamais vraiment si on a bien fait de révéler sa vérité. Ce petit moment d'honnêteté, cet aveu qui soulage sur l'instant et qui se mue très rapidement en regret. On s'en veut. On s'en veut de s'être confié. On s'en veut de s'être laissé emporter par l'urgence de vivre, une urgence d'amour, d'avoir montré le pire, d'avoir placé sa confiance en l'autre. Et ce regret nous fait promettre de ne plus jamais recommencer. Ah, c'est faux. Les femmes doivent faire attention. Elles refusent de faire attention. Et d'ailleurs, elle ne sait pas le faire. Et puis, la vie continue. Elle n'est pas cinglée, ma belle. Elle est différente.